c'est Sonia Bemel, qui est coordonnatrice scientifique chez Agiro. Sonia est là depuis plus de 10 ans chez nous. Elle a fait sa maîtrise avec nous, son doctorat avec nous sur le programme de suivi de qualité d'eau. Elle aussi a fait une quête à l'intérieur de son doctorat où elle est allée rencontrer de nombreux spécialistes à travers le monde pour justement comprendre qu'est-ce qu'ils font comme programme de suivi, qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux pour être les meilleurs. Puis c'est ça qu'on essaie d'être le plus possible, d'être les meilleurs, puis de faire les meilleures pratiques. Donc, je vous la présente, puis on est bien fiers aussi d'avoir fait le travail au Lac-Durand depuis des années mais la seule chose que je vais vous dire avant de continuer, c'est une chose qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des citoyens qui se regroupent au Lac-Durand pour protéger le lac, puis pour pouvoir avoir aussi une direction. Les gens ont 3 petits lacs, il y a un président, il nous parle régulièrement, les gens se parlent, puis ils font des demandes à la municipalité, ils se prennent en main. Ça fait longtemps que, je le dis, le Lac-Durand mérite la même chose, avoir des citoyens qui prennent en main puis qui avancent, parce que nous, on ne peut pas être partout sur le territoire. Il y a une association de lacs au lac Saint-Charles, il y a une association de lacs au lac Beauport, il y en a à peu près sur tous les lacs. Vous méritez aussi d'avoir une association de lacs. Donc, je laisse la parole à Sonia. Merci beaucoup, Mélanie, pour l'introduction. Merci à vous tous d'être là ce soir. Donc, en fait, ce que Mélanie a expliqué, c'est que depuis même un instant, juste un petit écho ici, je vous reviens dans 2 secondes. C'est bon, je pense que ça va bien aller maintenant. Donc, en fait, le bassin versant du lac Saint-Charles a déjà été très bien étudié dans les années, depuis les années 80, grâce aux initiatives de l'appel de l'époque. Et en 2007 et 2008, il y a eu, suite à l'éclosion de cyanobactéries dont Mélanie vous parlait tout à l'heure, une vaste étude limnologique qui couvre tout le territoire du Haut-Bassin et où ce qu'on a fait également une diagnose du lac Durand. Pour certaines qui ne retrouvent pas toujours nos études, ça devient effectivement un petit peu complexe. Fait que je vais, entre autres, vous montrer un petit peu comment vous retrouver dans les nombreuses publications d'Agiro. Et suite à cette étude limnologique, on m'a mandaté pour mettre en place un programme de suivi de la qualité de long terme. Donc, c'était un petit peu la première étape, ce que j'ai fait à Agiro, et ce programme de suivi des lacs et de rivières du bassin versant a été mis en place en 2010, subventionné et financé en grande partie par la Ville de Québec, mais toujours aussi réalisé avec des nombreux partenaires universitaires. À partir de 2014-2015, avec le début de mon doctorat que Mélanie a mentionné, on a fait le choix d'essayer de voir plus loin. C'est-à-dire qu'au Québec, traditionnellement, les paramètres de qualité d'eau dont vous entendez parler pour les lacs, c'est le phosphore, c'est la transparence, c'est la chlorophylla, peut-être les plantes aquatiques, mais il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on doit aller voir pour aller un peu comprendre quelle est l'intégrité écologique d'un lac. Puis je m'explique. C'est quand vous vous sentez pas très bien, vous allez voir le médecin. Il y a des médecins qui sont très superficiels, puis ils vont vous regarder dans les yeux, puis ils vont prendre votre pouls, puis peut-être votre pression, puis ils vont vous dire d'aller à la maison de vous reposer. Donc, ils ne vont pas nécessairement, ils ne vont pas aller voir plus loin à savoir si vous avez des problèmes au foie, au cœur, dans le système sanguin. Et ils ne vont pas non plus essayer de trouver c'est quoi la source de vos problèmes et de vos symptômes, parce que des fois, c'est sournois. Et c'est un peu la même chose pour des lacs. En fait, en Europe, depuis déjà très longtemps, mais au plus tard, depuis la directive cadre sur l'eau en 2000, on oblige les différentes organisations qui s'occupent des lacs à travers l'Europe d'évaluer ce qu'on appelle leur intégrité écologique. Et ça, par rapport à une panoplie de paramètres qui vont au-delà de ce qu'on appelle les paramètres physico-chimiques traditionnels, comme la température, l'oxygénation, le phosphore, l'azote et la transparence, parce que ça va nous vraiment juste donner un premier indicateur. Mais vous qui restez sur le bord d'un lac, puis on l'entend souvent, oui, mais je vois qu'il y a une différence. Je vois qu'il y a des plantes qui se développent. Je vois qu'il y a des cyanobactéries. Je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas comme d'habitude. Et
c'est souvent justement le signe évident qu'il y a quelque chose qui se passe dans le lac et qu'on va aller évaluer avec des indicateurs comme dans toute la chaîne trophique. Donc, toute la chaîne trophique, c'est à partir du phytoplancton, qui sont les microalgues, qui sont des microplantes, qui vont nourrir le zooplancton, qui sont les tout petites bébites, un peu comme des insectes, mais qui sont dans l'eau, qui se nourrissent de cette phytoplancton-là. Et c'est eux et les poissons se nourrissent généralement soit du phytoplancton ou du zooplancton, selon s'ils sont carnivores ou herbivores. Et après ça, les poissons vont être mangés par d'autres choses. Et tout ça, c'est imbriqué dans l'habitat qui est lac. Et un lac, son habitat est constitué par son bassin. Il est naturellement formé, constitué par les plantes aquatiques qui s'y trouvent et qui est après ça excessivement influencé, puis vraiment excessivement influencé par tout ce qui se passe dans son bassin versant. Donc, dans un lac qui est complètement dans un bassin, en fait, les lacs au Québec datent tous des la passage de la dernière glaciation au Québec. Donc, ça fait à peu près 10 à 12 000 ans que les glaciers ont passé au-dessus du Québec, si on veut, ils ont fondu. Des fois, l'hiver, on a l'impression qu'ils passent encore, mais ils étaient là de manière permanente et à leur passage, ils ont laissé des cuvettes plus ou moins grandes, plus ou moins profondes, qui se sont remplies d'eau. Donc, il y a des lacs où, au départ, la cuvette était moins profonde, moins grande, moins moins prononcé en termes de pourtour. Et aussi, chaque lac va avoir une différence par rapport à comment il est configuré son bassin versant de manière naturelle. Donc, ça, il faut garder ça en tête, surtout quand on tente de comparer des lacs. Vous connaissez tous le réseau de surveillance volontaire des lacs du Québec. Des fois, on voit des cartes un peu spéciales dans les médias comme cet été qui disent un lac est en train de mourir. Ces cartes-là ne tiennent pas compte de l'état dans lequel le lac était avant à sa création, de son bassin versant, puis ça ne tient pas compte non plus de quelle façon que l'humain a ensuite influencé cette lac-là. Et pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le lac Durand, je vais vous montrer, je vais vous partager mon écran, ce ne sera pas long. Je vais vous montrer un petit peu. Ce qu'on a comme information sur notre site web, vous allez pouvoir naviguer. On l'a restructuré, le site web. Il y a encore des petites affaires à comprendre comment on se retrouve. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le bassin versant du lac Saint-Charles, autant avec les études des années 80-90, avec l'étude limnologique et tous les résultats du programme de suivi de la première mouture de 2010 à 2016 et la deuxième mouture qui a été calée sur l'image un peu de l'expertise en Europe avec l'intégration des indicateurs biologiques, de vraiment comprendre quelle est l'intégrité écologique d'un lac, donc la santé complète. C'est ce qu'on présente là. Puis donc, on est probablement le bassin versant le plus étudié au Canada. En fait, on fait même ces études-là ensemble avec pratiquement toutes les universités du Québec. Tôt ou tard, on travaille toujours avec l'Université Laval, l'INRS, la Polytechnique, l'Université de Montréal, notamment pour l'étude des cyanobactéries. Et on collabore aussi énormément avec les universités allemandes, notamment la Ludwig Maximilian à Munich, avec les universités à Bordeaux, à Marseille, à Lyon. Donc, on a quand même une bonne idée de ce qui se fait ailleurs. Donc, pour vous retrouver de manière générale, si jamais vous allez, le COVID, le confinement est long, vous avez ici des tonnes de copies d'études de toutes sortes sur les différentes lacs, sur les différentes rivières. Ce qui arrive des fois, c'est que vous allez trouver dans les diagnoses, dans les grosses diagnoses, souvent cachés des sous-chapitres sur des sous-cours d'eau qui sont dans, mettons, si on fait une étude sur le lac Saint-Charles, des fois, on peut en retrouver toutes sortes d'autres lacs qui ont été étudiés là-dedans. Puis, je vous explique pourquoi. C'est que si
on regarde un bassin versant, souvent, comme là, on parle du haut bassin versant du lac, la rivière Saint-Charles, des fois on parle du bassin du lac Saint-Charles, des fois on parle du lac Durand, mais c'est parce que ces lacs-là et ces rivières-là sont tous interconnectés. Ils sont interconnectés sur le plan écologique. Et ce n'est pas toujours, et ça c'est un grand problème un peu dans le concept de gestion par bassin versant, on a toujours un peu en tête que l'eau coule juste d'en haut puis descend vers le bas. Puis après ça, il y a zéro retour vers le haut. Et ça, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que l'eau ne va pas monter les montagnes, mais les poissons, oui. Donc, il y a les poissons, les animaux, etc., qui vont se promener. Même dans les rivières, vous allez des fois avoir certaines espèces qui pondent en haut de la rivière, vraiment en tête. Ils vont descendre, ils vont se transformer. Ça devient des fois des certains types de papillons et ils vont retourner par les airs en haut de la rivière. Donc, quand on parle d'un bassin versant, on parle aussi qu'il y a toute une connectivité écologique entre les différents lacs et cours d'eau. Et en 2017, on a fait, et c'est là que le lac Durand s'est situé aussi, on a fait probablement la plus vaste étude jamais menée au Canada pour étudier l'intégrité écologique des lacs et de rivières d'un bassin versant, dans ce cas-ci, le haut bassin versant de la rivière Saint-Charles. Et c'est dans cette étude-là qu'on a aussi situé le lac Durand en étant écologiquement connecté au lac Saint-Charles. Donc, maintenant, à partir de maintenant, on va se concentrer sur le lac Durand. Le lac Durand, si on retourne dans sa présence naturelle, c'est un lac qui était au départ déjà relativement petit, si on le compare au lac Saint-Charles, si on le compare au lac Saint-Jean, encore plus, mais il avait son bassin, son droit d'être. Quand un lac, avec le temps, on parle, il y a souvent deux termes qui sont utilisés de manière interchangée. C'est le terme eutrophisation ou vieillissement. Si on utilise le terme vieillissement, on peut dire le lac vieillit parce qu'il est né il y a 12 000 ans, puis tranquillement, pas vite, il vieillit. Et c'est quoi le vieillissement? Le vieillissement, c'est un comblement naturel d'un lac par la matière organique qui est normalement, naturellement déposée dans le lac, les feuilles, les arbres, les sédiments, tout érode. Si vous connaissez la géologie du Québec, il y a plusieurs millions d'années, toutes les Laurentides, c'était haut comme l'Himalaya, puis ça a tout érodé. Puis là, maintenant, on est rendu en bas de cette ancienne montagne-là. Donc, le lac Durand va évidemment vieillir naturellement aussi, donc se combler tranquillement. Le terme eutrophisation est presque la même chose, mais pas tout le monde s'entend sur la définition, mais quand on parle d'eutrophisation, on inclut là-dedans une notion du terme d'être nourri. Donc, quand on parle d'eutrophe, c'est nourri. Quand on parle d'oligotrophe, c'est peu nourri. Et le terme mésoeutrophe et hypereutrophe, on parle de bien à très bien nourri. Là, on fait souvent référence, quand on utilise ce terme-là, par rapport au fait qu'on rajoute des éléments nutritifs comme le phosphore et de l'azote qui vont faire en sorte que les microalgues dont je vous parlais tout à l'heure vont se nourrir, sont en bas de la chaîne alimentaire. Elles vont se nourrir, elles vont croître, elles vont pouvoir même exploser en quelque sorte en termes de quantité et elles vont servir comme nourriture aux zooplanctons, aux poissons, aux plantes aquatiques. Et après ça, on voit vraiment cette surabondance-là. Vous voyez exactement le même effet si vous avez un jardin de légumes puis que vous n'avez jamais mis de l'engrais et le jour au lendemain matin, vous mettez de l'engrais puis tout pousse comme ça ne se peut pas, inclusivement les mauvaises herbes. Donc, c'est un peu le même effet. Donc, naturellement, un lac comme le lac Durand, il va se combler, mais étant donné que les activités humaines, on en rajoute beaucoup de ces nutriments-là. On les ajoute quand on construit. Les sédiments ruissellent, les sédiments sont bondés d'éléments nutritifs, puis en plus, ils se sédimentent, ils rajoutent des couches, ils se comblent. Après ça, on ajoute beaucoup d'éléments nutritifs, notamment par les eaux usées humaines. Donc, les résidus des fesses, les résidus de notre urine,
à l'époque, c'était aussi nourri par les détergents, mais depuis très longtemps, le phosphore dans les détergents est interdit. Ils se font aussi nourrir par des gens qui sont bien intentionnés, qui vont aller acheter des engrais pour leur jardin où c'est écrit engrais sans phosphore. Mais il faut savoir que si on achète des engrais, même sans phosphore, ils vont avoir de la potasse dedans, ils vont avoir de l'azote dedans. Fait qu'ils vont juste nourrir d'autres plantes et d'autres cyanobactéries dans votre lac en passant. Donc, c'est certain que ce n'est pas juste le phosphore qu'il faut regarder. Tout élément nutritif va réagir avec votre lac. Donc, dans tous les cas, il faut ne pas utiliser aucun engrais dans tout ça. Et il faut éviter de la construction, il faut éviter l'érosion et il faut éviter tout type de résidus d'eau usée qui se retrouvent dans le lac. Si on regarde le lac Durand, en fait, c'est comme on a expliqué, vous le connaissez mieux que moi, même si je l'ai vu plusieurs fois, mais vous l'avez... Sonia, oui? tu n'as pas partagé l'écran en passant. Je n'ai pas à partager l'écran, pourtant j'ai cliqué dessus, m'excuse. Partant, ben, vous faites bien de me le dire. Là, vous le voyez? Oui, OK. Bon, Oui, maintenant, on voit bien, Sonia. Ah, parfait. Parce que c'est sûr que moi, je le vois, fait que c'est dur à dire. Puis je l'ai sur mon deuxième écran, excusez-moi. Fait que le lac Durand, il a juste un seul affluent et reçoit beaucoup de son eau, évidemment, par tout le ruissellement qui arrive de partout dans le bassin versant. Donc, c'est un bassin versant qui est relativement petit. Et ce qui est, donc, on parle à peu près 5, pas tout à fait de 5 km², et même s'il a l'air bien vert et bien garni, qu'on a des bandes riveraines qui d'ailleurs se sont améliorées de manière remarquable, donc ça c'est vraiment une très, très bonne nouvelle, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cicatrices, donc des maisons en soi. Une fois que les maisons sont installées, en soi, il ne pose plus un problème parce que normalement, on n'a pas d'autre érosion à moins de faire des grands travaux non protégés. Les routes, s'ils sont asphaltées puis les fossés sont bien entretenus, ils ne posent pas trop de problèmes non plus. Par contre, ce qui pose problème, c'est potentiellement les sels de voirie qu'on met, c'est les eaux usées non traitées ou traitées juste de manière partielle, puis on va revenir là-dessus tout à l'heure avec mes collègues. Et aussi par rapport à des gestes où ce qu'on ne pense pas nécessairement, mais on va ajouter des engrais, du compost, peu importe, dans nos jardins ou dans nos plates-bandes et nos gazons. Donc, ce qui arrive, c'est que le lac Durand, il était déjà petit naturellement. Il y a une superficie relativement petite de 32,32 km², profondeur maximale de 2,5 mètres, moyenne de 1 mètre. Donc, on a aussi pu déterminer qu'à cause de les présences des milieux humides, que ce lac-là avait déjà, des dernières 10 000 ans, entamé un processus de vieillissement naturel. Donc, c'est normal, on l'a dit. Par contre, ce qu'on a aussi observé, que voyons qu'à partir de ce processus d'eutrophisation, je vais vous le montrer, ce ne sera pas long, c'est que le lac a perdu presque la moitié de son espace. Sur 10 000 ans, c'est normal. Ce qui est plus normal, c'est que quand on voit des changements s'opérer à partir dans l'espace d'une vie humaine, et ça dans l'espace de moins que 10 ans. Puis je vais vous montrer un peu une carte, je pense, est-ce que vous la voyez? Oui. Donc, je vous montre un peu en termes de qu'est-ce qu'on a pu observer en termes de quantité de plantes aquatiques qui se sont développées entre 2007 et 2017. Donc, on passe d'un recouvrement de 6 à 54 du lac et on s'entend qu'il y a eu certaines différences au niveau de l'échantillonnage et des observations, mais en tous les cas, on observe un changement vraiment notable par rapport à ces plantes aquatiques-là.
Donc, on n'est pas supposé de voir ça dans la vie d'une humaine parce que ce que ça a comme conséquence, c'est que le lac va se combler encore plus rapidement, puis on risque de le perdre dans l'espace d'une vie humaine. Donc, même si c'est un petit lac, c'est un magnifique petit lac et on d'y faire des sports comme le canot, le kayak, tout en respectant de ne pas aller dans les milieux sensibles. C'est un endroit qui est absolument magnifique, qui a toute sa valeur et qu'on doit la conserver. Donc, on doit préserver le lac tel qu'il est. Et la plus grande menace présentement pour ce lac-là sont les installations septiques autonomes que mes collègues vont vous expliquer un petit peu plus tout à l'heure comment que ça fonctionne et de quelle façon ça va affecter le lac. Mais ce que je veux amener aussi, puis ça, c'est très important. Je l'ai vu puis revu maintes fois dans mes visites en Europe. D'ailleurs, je suis allemande, de là vient mon accent. Mais c'est que l'exemple qu'a présenté Mélanie tout à l'heure, c'est lui qui nous a frappé le plus. On a pensé sincèrement que si, vous connaissez depuis la crise des algues bleu-vert, que si on réduisait l'azote et le phosphore dans le lac, on parlait même de phosphore seulement en 2006, 2007, 2009. Après ça, on a rajouté l'azote. On pensait sincèrement que ça allait suffire ou ça allait contribuer pour vraiment améliorer la qualité d'eau d'un lac et de pouvoir le ramener à un état oligotrophe. L'histoire dit que oui, ça marche. Mais l'histoire dit aussi, dans ceux qui ont fait l'effort, c'est que quand ils ont réglé le problème des eaux usées, leurs lacs sont revenus ou bien ils ont cessé d'évoluer vers un vieillissement visible dans la vie d'un humain. Donc, ça marche de raccorder, d'enlever l'azote puis le phosphore. Mais ce qu'ils observent maintenant, et ça c'est vraiment important, c'est qu'on a ajouté au fil du temps et de plus en plus ce qu'on appelle des contaminants d'intérêt émergent, qui sont dans nos sels de voirie avec des ferrocyanures, des antimotants de toutes sortes. C'est des produits chimiques assez variés. Avec des agents, avec tous les résidus de nos médicaments, tous les résidus de nos produits nettoyants, les produits de soins corporels, que ça devient des vraies mixtures chimiques qui impactent l'intégrité du milieu par rapport à sa capacité de se auto-épurer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout le concept de nos activités humaines et de nos rejets, que ce soit nos rejets de nos maisons ou de nos industries, sont basés sur le fait que la nature va faire la job de nettoyage. Puis généralement, elle est capable, mais si elle est surchargée, elle n'est plus capable. Puis c'est ça qu'on observe de plus en plus. Et ces pathogènes-là, ces mixtures-là, ils ont un effet certain sur la capacité de reproduction des poissons, du zooplancton. Ils ont des effets à tout azimut. Ce qui est le plus inquiétant là-dedans... Sonia, oui? Je vais te demander d'aller plus vite. Oui, j'ai fini, c'est ma dernière slide, 2 minutes. C'est que le plus inquiétant là-dedans, c'est que et ça, vous allez le voir tout à l'heure, c'est que les eaux usées qu'on rejette avec nos installations septiques sont en train aussi de contaminer nos puits. Alors, le même effet que les résidus de nos rejets ont sur le lac, ils peuvent aussi potentiellement les avoir sur notre santé à nous. Et je vais vous connaissez, excusez, l'écran me le cache. Mélanie, tu m'as... Ah, voyons, je l'avais ici. C'est ça. Et ça, en fait, on l'observe déjà que les puits individuels sont autant impactés que le lac Durand. Donc, en fait, pour conclure, pour la santé du lac, pour l'intégrité écologique, pour son état d'eutrophisation et pour la santé individuelle, il faut agir dans ce bassin versant-là, particulièrement sur la gestion des eaux usées, parce qu'on n'a pas d'autres problèmes comme l'agriculture, par exemple. Merci beaucoup.